Salut à tous, dernier épisode Tour de France pour cette Bora Hansgrohe en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2021. On va ici disputer les étapes 18, 19, 20, 21, on le termine donc. Et puis c'est peut-être pas dit du tout que ce soit terminé avec la Bora Hansgrohe, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses sympathiques à faire en fait avec cette équipe. C'est vrai qu'elle est moins sexy, euh, visiblement. Il suffit de regarder le nombre de vues des vidéos pour s'apercevoir que De Koning Quickstep, c'est vraiment la hype par rapport à une équipe comme Bora Hansgrohe. Et pourtant, en fait, c'est super, je trouve, de jouer avec une équipe comme ça parce que vous avez de quoi vous éclater à l'image d'un Peter Sagan et de son maillot vert. Et, euh, et c'est peut-être quand même moins facile qu'avec De Koning Quickstep. Je vous proposais dans quelques jours une vidéo avec une équipe encore un peu moins facile. Ça joue en blanc. Voilà la petite indication. Toujours est-il que Kelderman s'est retrouvé assez miraculeusement en tête du classement général du Tour de France au bout de 17 étapes. Alors certes, l'avance sur Pogacar, Landa et même Ciccone est assez réduite. Pour ce qui est du maillot à poids, moins important, mais c'est quand même un suspense total entre plusieurs hommes, notamment Mas et Gébert et Cosnefroy. Et pour ce qui est du maillot vert, Peter Sagan commence à faire un petit peu la différence face à Mathieu Van Der Poel, puisque maintenant il était à la tête de 100 points d'avance sur le phénomène Batave. Ok. Pour Luzardiden, vous allez me dire, c'était très chanceux de tomber, d'obtenir le maillot jaune avec Kelderman au soir de l'étape 17. Ouais, je pense que c'est un concours de circonstances aussi, hein. Mais un peu comme dans n'importe quelle course aussi, par étape, où il y a des basculements qui se font au, gré au gré des péripéties subies par les uns ou les autres. L'arrivée de l'étape 18, étape 18 quand même phénoménale, avec le Tourmalet, arrivé ensuite à Luzardiden. Donc s'il y a bien une étape sur laquelle on peut se régaler, c'est celle-ci. Allez, je vais pas dire dans le Tour de France IRL parce que au stade où je commente, moi je parle là aujourd'hui avant la deuxième journée de repos, hein. Donc pour moi il y a toujours 5 minutes pour Pogacar et le reste du monde essaye de s'étriper pour avoir la deuxième place. Mais ici dans cette partie en revanche c'est assez serré. Donc il y a pas mal de choses à faire et notamment essayer peut-être d'utiliser au mieux les qualités d'Emmanuel Bourgman, alors qu'on voit l'échapper ici avec notamment Guillaume Martin, Mollema, Mas, ou bien Christian. Ça c'est moi, ça, c'est moi tout craché. Le Canadien Woods. Non, c'est parce que je viens je viens de regarder un truc de NBA. Donc, non, ce n'est pas Christian Wood. Mais c'est intéressant parce que Emmanuel Bourgman peut quand même, avec Patrick Conrad, faire une sacrée bonne garde rapprochée pour Wilco Kelderman. Alors c'est vrai qu'en valeur absolue, on est complètement inférieur aux 82 en montagne, là qui sont plusieurs dans la partie. Mais en revanche, l'union peut faire la force, et notamment la protection de Kelderman pour lui permettre d'exister. C'est un peu comme ça qu'on s'en est sorti en fait jusque-là, sur les très grosses arrivées au sommet ou sur les moments de haute montagne. Par exemple à l'étape 15 où on avait survécu in extremis. Donc là c'est un peu le même espoir que j'ai, à savoir résister dans le Tourmalet. Après Luzardiden est moins long, hein. C'est peut-être un peu moins flippant Luzardiden que ne peut l'être le Tourmalet. Vous avez vu, il y a Mikel Landa qui est parti ici sur lequel le peloton n'a pas l'air de s'exciter non plus. Donc ouais, bon, il faut regarder. Ce n'est pas moi qui vais faire le boulot non plus, hein. Il y a des fois, vous allez voir, je vais être obligé de le faire, mais là, je le fais pas, hein. Hors de question. Allez, sommet du Tourmalet. On va essayer, hop là, de recoller, mais pas plus que ça, parce qu'on sait que la descente parle pour nous. En descente, traditionnellement, il y a toute une pléthore
de coureurs qui vont s'exciter et nous, on veut juste récupérer. Il n'y a qu'une grosse dizaine de coureurs là dans le groupe maillot jaune, donc c'est très très intéressant. Après, vous voyez, ça va s'arrêter comme ce qu'on connaît souvent, ce qui laisse du coup pas mal de champs à l'échappée, échappée qui a complètement explosé avec en tête de course 2 hommes, Guillaume Martin et Enric Mas. Donc les 2 favoris presque pour la victoire d'étape sur ce jour, même si avec 4 minutes en bas de Luzardiden, rien ne prouve en fait que la victoire ne va pas plutôt tomber dans l'escarcelle d'un des favoris. Attention à Bernal, attention à Landa, Roglic, Pogacar également. Donc rien n'est vraiment fait. Nous, on est tout petits. Hein. On a beau avoir ce maillot jaune sur les épaules, on n'est pas grand-chose face à ces coureurs-là. Je vous dis, ma seule force, c'est l'entourage. C'est l'entourage Konrad, entourage Buchmann, qui vient d'avoir son pic, là. Il était temps, me direz-vous, mais oui, mais il était allé sur le Giro, donc c'était compliqué. Le montage Giro Tour de France est quand même diablement compliqué sur PCM 21. Je crois que c'était une volonté des créateurs du jeu. Donc, à ce stade-là, moi je vais rouler un petit peu. En fait, je me suis aperçu que de toute façon, je subis les attaques. Vous voyez, Pogacar, Yates, Bernal, Landa qui accélèrent. Ça, je n'y peux absolument rien. Kelderman ne peut pas suivre ça. C'est impossible en fait. Du coup, je me dis, vas-y en effort curseur. Tu essaies de jouer la montée régulière et non pas la montée par à coup. Donc c'est une stratégie. Hein. Quand on se sait pas capable d'avoir comme ça les accélérations et les à-coups de certains mecs qui sont plus grimpeurs que soi-même, ben, autant y aller en effort curseur. Et ici, je vais quand même essayer de sauvegarder le maillot. Ce serait peut-être possible de le sauvegarder. Regardez. Ah, il me manque pas grand-chose. Il me manque pas grand-chose pour sauver ce maillot. Peut-être même que ça va suffire, on va voir. En tout cas, Landa paraît favori pour le récupérer. Et on n'a rien concédé sur Pogacar, voire même on a gagné un petit peu sur Roglic, ce qui était déjà inespéré au matin de cette étape-là. Faut dire que Konrad et Buchmann auront beaucoup aidé. Tiens, vous voyez Alaphilippe et Dan Martin qui étaient à un moment donné très très présents en haut du classement, tout comme Ciccone a pu l'être. C'est quand même nettement moins le cas. Hein. Ici, ils finissent quand même par payer les efforts. Tiens, c'est Guillaume Martin cette fois-ci qui a gagné. Et Enric Mas qui en avait déjà pris 2 en début de tour, sur la première semaine, là, à la fin, a dû s'incliner face au Français Guillaume Martin. Buchmann, Kelderman, 7 et 8. Qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne 6 secondes pour Landa sur Kelderman. Kelderman qui conserve quand même 12 secondes sur Pogacar. Donc, pas ridicule l'histoire. Ça pourrait être très très intéressant, cette fin de tour. On va se retrouver avec un contre-la-montre à l'étape 20. Je vous fais pas un dessin. Tellement ça va être explosif. En attendant, une arrivée à Libourne pour l'étape 19. Sagan est toujours méprisé en fait. Il a gagné 3 étapes, mais on ne le considère pas comme un candidat sérieux à la victoire sur cette étape 19. Pourtant, il porte le maillot vert. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Moi, je vais jouer sereinement. Déjà, vous avez vu, il y a une différence entre le positionnement du sprint intermédiaire sur la carte que je vous ai montrée, qui était la carte prévue par ASO, et là le jeu. Hein. Le jeu a retardé le sprint intermédiaire par rapport à la prévision ASO. Allez, on a une image qui est
de moyenne qualité, je m'en excuse, je le découvre au passage, sinon j'aurais déjà essayé de remédier. Sagan devant Van Der Poel pour ce qui est de l'attribution des points à l'intermédiaire. Et puis après, on va essayer de travailler notre train. On va profiter. Cette équipe, en fait, je regrette un petit peu la manière dont leur Tour de France s'est passé parce que on a un Kelderman qui s'est pris pour Rigoberto Urán au niveau de la discrétion et d'instinct offensif, on va dire, et de comportement offensif. Un Peter Sagan qui est passé un petit peu à travers, mais il était blessé. Vous souvenez-vous cette chute provoquée par le changement de direction de Caleb Ewan qui touche une roue. Sagan, voilà, on peut même pas dire pour Sagan que ce soit en fait le Giro. Hein. C'est surtout cette chute qu'il a bien embêté. Et je trouve que cette équipe, elle a un vrai potentiel en fait. Quand tu as Haas et Polite par exemple et Pustelberger qui sont capables d'emmener Sagan le mieux possible dans des sprints. Voilà, ici on va libérer Peter. Ok. À la toute fin. J'aime bien en fait gagner au sprint en libérant vraiment mon sprinter le plus tard possible en fait. Ça me plaît parce que ça se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît dans le cyclisme. C'est pas tu sprintes pas à 1,2 km de l'arrivée quoi. Mais bon bref, voilà, ça c'est une question d'échelle toujours pareil. Hein. Mais donc ouais, je suis sûr qu'en fait Sagan il aurait pu être ça aurait pu mieux se passer en fait pour cette équipe là qui du coup est resté relativement anonyme, hein, Bora-Hansgrohe sur ce Tour de France 2021 dans la réalité. Et là, en jouant avec eux, je mesure par moments toutes les qualités en fait qui peuvent être les leurs. Et j'ai des regrets de les avoir insuffisamment vus en fait à mon goût. Van Der Poel en tout cas battu, Van Aert également battu, et les sprinters plus dédiés battus également. Donc ça se passe pas si mal, le maillot vert est dans la poche à ce stade-là, et on va aborder un contre-la-montre où tout peut arriver. Honnêtement, 6 secondes de retard sur Mikel Landa avant un tel contre-la-montre hein, d'une trentaine de kilomètres qui comporte très peu de zones à pourcentage, je prends tous les jours. Je prends tous les jours. Ce que je prends moins, c'est Pogacar à 12 secondes derrière. Alors là, si vous voulez, il y a quand même... Et même Roglic à 1 minute 15, hein, à la limite. Hein. Même ça me fait beaucoup plus froid dans le dos, parce qu'il me semble que sur 30 bornes, même si Kelderman n'est pas un mauvais rouleur, hein, loin s'en faut, hein, mais sur 30 km, comment peut-il s'opposer comme cela à certains qui le suivent au général? Voilà, je ne suis pas optimiste, surtout qu'on est plus au pic de forme, tout risque de se jouer sur une forme du jour en fait. Et ça c'est un peu stressant. Daniel Oss est chargé pour nous de découvrir le parcours. On a Kelderman dans la voiture. Et Oss va me donner un enseignement. Déjà, c'est que 85 tout le long, tu oublies. D'accord, on n'est pas sur le même format que ce que j'ai déjà montré à 20 bornes de contre-la-montre ou des choses comme cela. 85 tout le long, ça n'est pas possible. Ça bouffe trop la barre. Et donc, Pustelberger, également Nils Polite, en fait, plusieurs vont me permettre d'affiner ce qui sera ensuite ma barre d'effort, ma gestion de la barre d'effort de Wilco Kelderman, pour essayer ensuite d'optimiser, hein, comme je vous disais. Le projet Sagan à 78, tout comme Nils Polite, me paraît pas être mauvais, mais on peut peut-être encore faire mieux. Parce que on peut accepter de manger plus de barres
jaune que que ce que la barre blanche et noire ne nous laisse de place. Ça me choque pas en fait. Du moment qu'il reste la rouge pour finir. Vous voyez, donc en fait, ce que je vais essayer de faire ici, c'est une utilisation différente de la barre rouge par rapport à d'autres situations. Bah tiens, Giro avec De Koning Quickstep. Ou bien même d'autres éléments de la vidéo de l'épisode 9 là, de Koning Quickstep où je montre à un moment donné Cataneo en Romandie. Je pense qu'en fait, on est sur un modèle différent là, consommation de barres rouges, mais ce n'est pas pour excéder les 85 parce qu'en fait, sur un parcours aussi long, si je mets un effort à 85, je vais bouffer trop de barres jaunes. Et ça paraît pas indiqué en tout cas sur celui-là parce qu'il est relativement plat. C'est un contre-la-montre qui est assez réservé aux rouleurs purs. Hein. Il suffit de voir Rohan Dennis par exemple en tête, au Filippo Ganna qui n'a pas mal performé, Polit également, Kampenarts, Dowsett, Asgren. Bon, l'intrus dans la liste c'est peut-être Peyo Bilbao, dont on se dit qu'il a dû avoir plus 8 de forme du jour probablement. Mais blague à part, allez, Bourkman en termine, ça va être un premier enseignement intéressant du très très grand Bourkman en cette toute fin de tour. Ouais, c'est dommage, c'est fini bientôt. Mais c'est dommage, c'est dommage. Bourkman qui fait un très bon temps, honnêtement, 10e là-dessus, c'est... moi je prends tous les jours, il fait un super chrono. Conrad, un peu moins, on est en déficit de barre rouge à la fin en fait, hein, il y a eu une surconsommation. Et Kelderman, bah écoutez, on va essayer de se maintenir à 80. Voilà, ça a été ça finalement mon choix, ça a été 80 d'intensité d'effort, en se disant que du coup la barre jaune disparaît peut-être un tout petit peu trop par rapport au chemin restant à parcourir, mais il nous reste la barre rouge pour absorber le différentiel. On va avoir... non, pas encore. Premier intermédiaire, Landa n'est pas scandaleux. Je pense que nous, on peut récupérer du temps en fait entre le premier et le deuxième intermédiaire. Pogacar nous fait un petit peu peur sur son premier intermédiaire, puisqu'il a quand même glané 30 secondes par rapport à Kelderman. Roglic aussi est dans un très bon temps. On va pas s'émouvoir. On va miser sur la deuxième et la troisième partie de ce contre-la-montre. On sait que l'IA, quand les contre-la-montre sont longs, peut avoir tendance à craquer un petit peu et à partir un peu trop fort. Hein, donc c'est le truc qu'on va regarder de près. Attention, intermédiaire Pogacar, 24 secondes de débours au deuxième inter. C'est ça qu'il faut regarder, je pense, pour voir si le temps ne serait pas un petit peu rattrapé par Kelderman. 43, ah, ça fait mal. Là, il y aurait 17 secondes, ce qui veut dire qu'en fait, tout est jouable à ce stade-là. Il y en a 12 au général entre les deux. Landa, regardez, va exploser au deuxième intermédiaire. Voilà, 1 minute 01. C'est terminé pour Mikel Landa, qui a perdu le maillot jaune, en tout cas en le pressant. Roglic a-t-il performé suffisamment? Ben non, vous pouvez le voir là-haut, là, il n'a pas fait un temps sublime. Un qui est aussi en train de relativement craquer sur cette fin de CLM, c'est Bernal, qui perd vraiment du terrain. Quid de Pogacar? Attention, un bon temps à 34 secondes de Rohan Dennis. Et là, en fait, je vais être un peu à court de barre. On n'a eu que plus 1 de forme du jour ici. Court de barre à 52 secondes, terrible. Terrible issue de Tour de France pour Kelderman, qui va mourir proche de la première place, mais qui va s'incliner. Alors qu'on voit que Landa a explosé comme un popcorn. Donc, Rohan Dennis en domination. Bien aimé, hein, ce contre-la-montre, je l'ai trouvé super intéressant à jouer. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Il est super. Les temps, à la limite, les résultats, ce qu'on a pu... ce qu'on peut voir ici comme résultat n'est pas gênant.
tout ça est assez logique. Kelderman, au final, a bien résisté. Hein. Roglic a un peu contre-performé. Bref, Kelderman, deuxième du Tour de France, derrière Pogacar. Et ça pourrait paraître ralent, en fait, à première lecture. Mais en fait, je suis déjà content parce que j'ai l'impression d'avoir optimisé les possibilités de Kelderman. Et que 6 secondes, bien sûr, on peut les trouver à un endroit ou à un autre. Genre dans l'effort curseur de fin d'étape 18 à Luzardiden. Ça peut être là. Ça peut aussi être bien avant sur le tour, où on perd parfois des petites secondes et on fait pas, on y fait moins attention sur une cassure, sur des choses comme cela. Je crois d'ailleurs qu'il y en a une à un moment donné qui coûte un petit peu plus que 6 secondes, hein, mais bon, ça me va comme ça. Deuxième, c'est complètement inespéré en fait. Ça n'est pas à la place de Kelderman d'être deuxième du Tour de France. On s'est battu tout de même pour essayer de faire mieux que ce qui lui était imparti. À savoir cinquième, moi ça me paraît bien. Voilà, cinquième, c'était ce que je m'étais fixé à l'avance, cinquième. Et là, deuxième, je trouve que c'est limite un peu trop. Mais comme on est gourmand chez Bora Hansgrohe dans cette carrière, eh ben, on va pas se gêner. On va aussi essayer d'aller chercher une cinquième victoire sur le Tour de France, sur ce Tour de France pour Peter Sagan. Et ce, sur les Champs-Élysées, ce serait quand même sympathique. Et donc, on monte notre petit train. Après l'effort de Pöstelberger, c'est Danielos qui va être chargé de mettre Ide Schelling et Nils Politt dans les meilleures conditions pour emmener Peter Sagan. Et avouer qu'un maillot vert qui s'impose sur les champs, ça claque. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Rue de Rivoli. Allez, on va basculer à gauche. On va tourner devant l'obélisque. On va à droite. C'est bon. Maintenant, 2 km, c'est le moment d'accélérer en fait. Schelling, puis Politt, avec libération du sprinter. Voilà. Le plus tard possible. J'ai pas dit que j'aurais pas pu faire plus tard, mais je me suis méfié de Fernando Gaviria, qui était assez bien sur la droite. Il était pas mal du tout. Donc, on triomphe ici avec Peter Sagan, qui aura finalement accumulé pas mal de points au maillot vert. Hein. Autant la première semaine aurait été un petit peu difficile, autant la suite aurait été vraiment bien hein, pour le phénomène slovaque de la Bora Hansgrohe. Nils Politt aura fait un super tour, mine de rien, que ce soit en protection, que ce soit dans les trains. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis super content du Nils Politt. Et écoutez, un Tour de France remporté par Pogacar. On va pas crier au scandale hein, sur le réalisme. Hein. Roglic podium, Bernal 5e. Alaphilippe qui finit quand même 6e. Puis après, il y a un peu plus d'écart. Hein, mais c'était quand même relativement serré, on va dire, sur les 6 premiers. Après, à partir du 10e aussi, ça a pas mal lâché. Et bon, les écarts sont conséquents ensuite, mais on a déjà vu largement pire dans certaines parties, donc pas un problème. Henrik Mas sera finalement le maillot à pois de ce Tour de France, de même que Peter Sagan repart avec un 8e maillot vert. Le record, il bat son... C'est bien, hein, 8, franchement, ça claque également. Pogacar, meilleur jeune, tiens donc. Et la Bora Hansgrohe qui prend quelques sous-sous dans la poche en prenant le général par équipe. Voilà. En marge de ça, un peu plus tôt dans la saison, c'est le petit bonus que je vous propose aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les bonheurs de Nils Politt. Alors, Nils Politt, pourquoi déjà lui et pourquoi pas Peter Sagan sur des Flandriennes? Tout simplement parce qu'en fait, ma saison pour Peter Sagan était bâtie sur le Giro, puis le Tour de France. Voilà. Donc, à partir de là, je n'ai pas pu être à l'aise
sur la construction de pics de forme pour Sagan, sur les Flandriennes. En fait, c'était même pire que ça. C'était... j'ai joué sans pic, en fait. Et en essayant de limiter le nombre de courses pour prévoir un premier pic plutôt sur le Giro. Donc c'est ce qu'on a eu à ce moment-là. Le Giro, je l'ai simulé dans cette carrière. Il n'y a qu'une bribe d'étape numéro 20 que j'ai joué, mais sans cela, j'ai simulé, parce qu'il fallait avancer jusqu'au Tour de France. Je voulais un petit peu proposer cette série au moment du Tour de France. Et à partir de là, la saison de Sagan a été vraiment orientée sur ce Giro, avec en plus, vous voyez, quasi impossibilité de récupérer un pic de forme sur le Tour de France qui a suivi, puisque resserrement du calendrier à cause des JO, c'est insupportable. Bon, voilà, plein de raisons qui font que changement de méthode de planification et d'objectif, on va pas se mentir, ça joue aussi, pour pas pouvoir optimiser les pics. Allez, on est dans le vieux Quarmont là, juste un mot. C'est que ce jour-là, Sagan n'est pas en forme. Et on va évidemment jouer pour Nils Politt, et ce sera le cas sur les Flandriennes. Donc, saison orientée sur le Giro et sur le Tour pour Sagan, ce qui fait que, sauf coup de théâtre, a priori, j'ai plutôt joué les Flandriennes pour Nils Politt. Donc, c'est pour vous compléter ma petite explication de la manière dont la saison s'est passée, notamment au niveau de l'organisation pour les classiques. Kasper Asgreen attaque ici à une vingtaine de kilomètres. Nous sommes donc sur le GP de l'E3. Sagan a hérité d'une forme du jour relativement catastrophique. T'es quand même pas obligé non plus d'avoir moins 3. Tu pouvais te contenter d'avoir moins 1. Donc, non, voilà. Donc, à partir de là, hop, j'ai eu peur que le bon coup soit parti là, avec certains de ces hommes. Du coup, Politt, j'ai fait l'effort pour rentrer sur ce groupe, mais du coup j'ai vidé ma barre quasiment, pendant que 3 hommes à l'avant se baladent. C'est Asgreen, c'est Van Aert et c'est Dylan Teuns. Ça paraît peut-être surprenant, mais c'est comme ça. Le groupe, en plus, en poursuite de ces 3 hommes-là, a quand même pas mal de difficultés à s'organiser, à tel point qu'il se fait reprendre. Donc là, tu te dis, mince, j'ai foiré toutes ces énergies-là, avec Politt, là, où j'ai un peu hypothéqué mes chances de revenir sur l'avant, pour en plus me faire reprendre, pour nous faire déposer au sprint. En gros, ça a été un GPE3 qui était compliqué. Vraiment compliqué. Victoire d'Asgreen devant Teuns et Van Aert, ça à la limite, il n'y a aucun problème. Jolie place pour Anthony Turgis. Mais surtout, voilà, nous, relativement nuls pour la Bora Hansgrohe, avec cette 11e place de Nils Politt. Franchement, j'étais un petit peu déçu de ce classique, mais en même temps content aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai proposé un certain nombre de scénarios victorieux récemment avec Deceuninck Quickstep, et qu'il ne faut pas croire que ça m'amuse outre mesure de trop gagner. Je suis content d'être en difficulté aussi. Et donc en l'occurrence, là, avec cette équipe, je me sens un petit peu plus en difficulté, et ça me convient relativement. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas aligné Sagan sur Gant-Wevelgem. J'avais préféré évidemment garder la carte Politt, mais jouer pour éventuellement Ackermann si jamais ça arrivait au sprint. Donc Ackermann, il a aussi eu les faveurs de l'équipe sur les 3 jours de Bruges-la-Panne que je ne montrerai pas, mais ouais, parce qu'à l'Ackermann, il faut quand même essayer un peu de jouer pour lui, même si je suis pas fanat de jouer comme ça pour le sprinter, mais c'est bien aussi quand même de le faire, quoi. Surtout quand on a de très bons sprinters. Dans cette carrière, je me suis amusé à un truc avec Ackermann. Lui et 6 autres coureurs, un peu mal notés, entre guillemets, les Ackermann plus les 6 mauvais de la bande. J'ai essayé de voir si je pouvais pas, avec le nouveau système d'objectifs et de planification, leur faire
construire 4 pics de forme dans l'année en fait. Je les ai alignés sur, on va dire, toutes les 10 semaines en fait. J'ai demandé un pic sur Down Under. Et puis ensuite, on a essayé toutes les 10 semaines de trouver un objectif, même s'il n'est pas primordial, pour essayer de construire 4 pics en une année. Je ne peux pas encore vous dire si ça a marché, mais il n'est pas dit que ça marche pas. Parce que j'ai pas encore fini l'année, tout simplement. Mais il n'est pas dit que ça marche pas. Hein. Il y a juste un petit déficit de course. Enfin bon, bref. C'était aussi un peu gavant de s'adapter à ce nouveau système, je vous l'avoue. Moi, en tout cas, ça m'a un peu gonflé. Ça continue un petit peu d'ailleurs par moment. Euh, Gros boulot hein, sur Grand Wevel Game, sur les zones de vent. Très 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 gros boulot de nos rouleurs. Hein. À tel point qu'à un moment donné, à force de harceler tout le monde, euh, sur un travail de Postelberger, c'est Marcus Burghardt qui s'en va, impossible à reprendre par le reste de la troupe, avec Nils Polit calé dans la roue. Et à un moment donné, une fois que Burghardt a tout donné, Polit s'en va tout seul pour essayer d'aller chercher Grand Wevel Game en solitaire. Et ça, c'est vraiment l'effet zone de vent. Hein. Là, pour le coup, on est sur quelque chose. Vous voyez, Polit va s'imposer, bien sûr. Polit va s'imposer avec une jolie avance, même si au sprint, cela revient un petit peu sur la fin, mais il y a aucun problème. Ça passe avec quasiment la minute. Hein. La minute sur tout ce petit monde de là derrière, avec Asgren qui est sorti à la fin, avec Van Aert qui sprint avec Moscon, Wellens, etc. Zones de vent ont été prépondérantes. Il n'y avait plus d'équipiers pour rouler à un moment donné quand Burghardt, Pöstelberger et surtout Polit se détachent. Il y a la cassure en fait qui est faite par l'IA. À partir de là, je n'allais pas ralentir, pas m'excuser de cela. Hein. Et donc, rien à faire. Polit s'impose en solitaire sur Grand Wevel Game. On touche presque là, sur des cas comme ça, à la limite de la notion de zone de vent. Mais je suis pas choqué parce qu'au final, les zones de vent ne font que répercuter dans le jeu des choses qui existent dans la réalité. Le seul problème, c'est plutôt l'attitude de l'IA face à ces zones de vent. Mais c'est pas le fait qu'elles existent. Le fait qu'elles existent, c'est nickel, il n'y a rien à redire. Donc voilà, c'est toujours un aspect du jeu intéressant à expérimenter. Hein. C'est pour ça que Gone Wevel Game est un endroit où je me rends systématiquement. Ensuite, évidemment, Tour des Flandres. Alors, Tour des Flandres, j'ai aligné Sagan, on s'en doute. Les autres sont majoritairement... Bah oui, Daniel Oss ne l'est pas, et normal, il est calé sur Sagan, lui. Hein. Le plateau est beau. les... les 5 autres coureurs, autres que Sagan et Oss, sont sous pic. Donc ça va, ça a fonctionné, la planification était correcte. Ce qu'il est moins, c'est que, bah oui, Sagan et Oss se préparaient pour le Giro. Je les ai juste quand même alignés sur quelques courses importantes, dont le Tour des Flandres. Et on se positionne comme ça. Hein. Mur de Grammont, ici, voilà. On est juste à l'avant, on n'accélère pas plus. C'est juste histoire de pas se prendre une cassure, pas avoir des trous à boucher. Pas comme Daniel Oss, par exemple, qui de toute façon était dans un mauvais jour. On est à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée et le groupe des favoris est réduit à une trentaine d'unités. Déjà, on a connu plus. On a connu plus nombreux. Deuxième passage au vieux Quarmont. Donc celui-ci voit souvent une accélération de certains favoris, mais ce n'est pas non plus à bloc, hein, comme dans d'autres cas, comme le troisième passage par exemple, ou bien le dernier passage sur le 3. Dans le Paterberg, honnêtement, ça va, on gère. Et oui, j'avais envie de faire rouler un petit peu, essayer de profiter
de la présence d'équipiers. Alors on a aperçu Schillinger qui ne ravitaillera jamais ses 4 compagnons. Srelling qui est un peu tout terrain lui, hein, qui peut comme ça faire le boulot. Postelberger. Et la meilleure chance pour nous aujourd'hui semble également être Niels Politt, parce que Peter Sagan est à -2 et c'est difficile pour lui. Van der Poel a suivi l'accélération de Niels Politt, protégé par Postelberger. On aperçoit Dylan Van Baarle. On aperçoit aussi que Van der Poel cherche à contrer avec Wout Van Aert. À ce moment-là, je me dis, oh là 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 là, prends la roue. Prends la roue. Alors, je ne fais pas souvent ça, de prendre la roue d'une attaque à ce moment-là, mais je me suis méfié, je sais pas pourquoi. Bon, vous savez très bien, en fait. Ceux qui regardent mes vidéos savent très bien pourquoi je me suis méfié dans le Kreuzberg. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que derrière, ça a un peu du mal, ça se regarde. Trentin, Bettiol, Lampard, Kung, Van Baarle, ça se regarde un petit peu. Et donc, ben, on a 2 hommes, nous, à l'avant. À ce moment-là, je vais mettre Politt dans la roue de Van Aert et me rendre compte ensuite que ce n'est peut-être pas la meilleure option. Donc, Sagan le pauvre, c'est fini. C'était trop difficile. C'est dommage, hein, en fait, c'est pas passé très loin, hein, pour Peter Sagan. Hein. Et là, on a une situation à 3 hommes qui est très intéressante à jouer, plus intéressante à jouer que le 1 contre 1, parce que 1 contre 1, souvent ça va au bout pour nous, hein, pour le joueur humain, quoi. Là, situation à 3, pas mal, il y a 1 minute, là, c'est fini, hein. On les revoit plus, hein, les 3 hommes de tête, hein. Ça va vraiment se jouer entre Van Aert, Van der Poel et Niels Politt. Et à ce moment-là, bah, je change de roue. C'est-à-dire que quand Van der Poel me paraît en avoir trop fait, je prends la roue de Van Aert. Et réciproquement. Donc, petit pronostic, à ce stade-là, oui, ça s'organise un peu derrière, hein, mais faut pas croire. Bah, on va pas non plus attendre la fin. Hein. Regardez, je vais essayer de voir, parce que je sais que Niels Politt va moins vite que ces 2 hommes-là. On va essayer ici de se détacher. On n'est pas loin d'arriver à le faire. Cela dit, Van Aert va nous reprendre. Van der Poel également. Et là, la phrase selon laquelle un sprint après 250 km n'est pas un sprint classique. C'est un sprint où celui à qui il en restait le plus dans les jambes s'impose. Et c'était Niels Politt ce jour-là. Voilà. Donc, elle n'est pas vilaine. Honnêtement, après les malheurs de Schachmann que je vous ai montré, cette victoire de Politt sur le round, je la place au même niveau sur cette saison Bora, cette carrière Bora. Je la place au même niveau que les performances de Sagan sur le Tour de France, par exemple. Voilà. Voilà, pour moi, c'est le même niveau de satisfaction. Ouais, vous avez vu, ça n'avait pas encore changé de maillot à ce moment-là, quand j'avais joué ce Tour des Flandres. Voilà. Donc maintenant, il peut y avoir plusieurs options à cette partie. Savoir un petit peu ce qui peut être fait. Donc je vais aller sur le jeu pour conclure. Voilà, alors en fait, quand on regarde un petit peu la saison, on s'aperçoit que le top 3 sur les Strade Bianche, je l'ai raté, c'est de ma faute. En tout cas, c'est moi qui ai joué. Ensuite, il y a eu des simulations, donc je ne suis pour rien à Paris-Nice, je ne suis pour rien à Tirreno, dans un sens ou dans l'autre. Milano-San Remo, on se souvient, je vous ai montré s'il était advenu de la lutte pour la victoire. Pareil pour Schachmann à Liège. J'ai simulé ensuite beaucoup les choses, voilà, que ce soit Eschborn, Francfort, ou Critérium du Dauphiné, championnat d'Italie, championnat d'Allemagne. Donc notre victoire d'étape, mon Dieu, on l'a eu, c'était quand même pas grand-chose qui nous était demandé là. Ils vont demander des choses, mais ça va être pas pris en compte pour l'évaluation du sponsor, puisque ça va dépasser le 1er août. Je pense qu'il faudra au minimum jouer Roubaix, Lombardie,
Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pense qu'il faut faire pour achever cette saison-là. Et surtout aussi, regardez ce que le sponsor va nous donner. On va avoir 750 000 par mois, ce qui permet pas mal de choses. En fait, pas mal de choses contractuellement. Il y a un certain nombre de coureurs qui sont sous contrat encore. Vous voyez, quand vous faites un peu les sommes là de tout ce qui reste sous contrat, vous vous apercevez qu'avec 750 000 de budget, il y a fort à faire. Qu'est-ce que j'ai comme staff? Parce qu'il faut aussi penser à décompter leur salaire. J'ai quand même pas mal de contrats staff. 3 médecins, un éclaireur, et puis plusieurs entraîneurs que je paye assez cher. Donc ça va réduire, mais à la limite, on sait qu'on peut toujours licencier si on a besoin de budget, mais je suis même pas certain qu'il y aura besoin de beaucoup de budget pour gérer la question des contrats. La grosse question, évidemment, toujours pareil, est-ce qu'on renouvelle Peter Sagan ou est-ce qu'on le laisse partir comme cela semble être le cas dans la réalité? Ça, c'est toute la question. Euh, Est-ce que finalement cette équipe ne doit pas être... Attention, j'ai pas dit que je vais lâcher Sagan. Hein. J'ai juste dit que je pose la question. Est-ce que finalement cette équipe ne doit pas être orientée naturellement autour de 4 coureurs allemands, c'est une équipe allemande, hein, Schachmann, Polit, Buchmann, Ackermann, ça semble être pas idiot. Continuer la logique des Autrichiens, ça me semble être pas mal également. Euh, Pouvoir assister au développement de Lennart Kämna, il est pas mal, hein, Kämna. Hein. Je pense qu'il faut absolument renouveler Kämna, qui, même s'il n'a pas un potentiel fou, peut tout à fait devenir un vrai beau coureur par étape. Attention, Matteo Fabro, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça se garde, je pense. Je pense en tout cas le garder. Si tu gardes Sagan, tu gardes Haas et tu gardes Burghardt. Sinon, éventuellement, tu laisses partir les 3, enfin les 4 avec Juraj Sagan. Il y a pas mal de petites choses à faire en fait pour le mercato. Le petit par exemple espoir belge Jordi Meus est encore sous contrat. Il a encore des possibilités de développement, même si ce 57 en montagne m'énerve au plus haut point. Je préférerais qu'il ait 62, mettons juste. Je ne demande pas grand chose, donc on verra si le travail travail entraînement permet d'améliorer ça. Idée Srelling doit être conservé, je pense. Alors, le pauvre, il sort d'un Tour de France qui lui a coûté carrément une baisse d'énergie. Ouais, les fatigues sont incroyables. Hein. Vous voyez sur l'onglet général, hein. Tous ceux qui sortent du Tour de France, Sagan, Conrad, Kelderman, Haas, Srelling, Pöstelberger sont vraiment très très impactés. À la limite, le seul qui s'en sort encore, les deux seuls, c'est Buchmann et Polit. Mais sinon, c'était vraiment une sacrée épreuve. La difficulté des grands tours a été finalement bien corsée en fait, hein, par rapport à ce qu'on connaissait. Vous voyez par exemple la courbe quand on voit Wilco Kelderman qui termine. Pourtant il était à 99, on l'avait préparé très convenablement, mais avec une fatigue à 77, il se mange un malus de 15 points en fait entre préparation et forme. Donc voilà, ce sont les nouvelles manières de jouer à Pro Cycling Manager. Et soit on les accepte, soit on reste sur les opus précédents. Conrad, Polit, Pöstelberger. Qu'est-ce que je voulais montrer? Bah oui, ceux qui sont concernés par l'enchaînement, évidemment. Que ce soit Sagan ou que ce soit Buchmann. Haas est aligné exactement sur Sagan, hein, donc j'ai fait exactement la même chose. Pour ce qui est de Sagan, vous voyez, le début était à 95, 96, 96, 97. Donc pour moi, c'était largement suffisant, en fait, d'avoir ça. Par contre, au niveau fatigue, on a dégusté, hein. On a démarré à 25 et on termine
à 66 quoi. Voilà, on s'est pris plus 41. Ce qui fait une forme en fait qui a baissé de 11 points quoi. Voilà, et Bourkman, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'il est à 95, 96, 96, 97, donc même schéma en fait, avec une fatigue qui va démarrer à 16, mais qui va finir à 57, là aussi plus 41. Donc c'est pas évident, pas évident. J'ai l'impression que sur les tours, en fait, tout bêtement, 2 points de fatigue rajoutés à chaque étape. En fait, c'est un peu le concept, je pense, puisque sur Paris-Nice, vous avez plus 14, et ça dure presque 7 jours. En fait, c'est grosso modo. J'ai pas l'impression que ce soit des trucs vraiment ronds. Les comptes ne sont pas ronds, mais on comprend plus ou moins les choses. Vous voyez, par exemple, pour Sagan ou pour Bourkman, j'avais fait une coupure juste après le Giro. Puisqu'ils avaient terminé le Giro dans un état de fatigue qui était assez avancé, à 61. Ensuite, on s'était reconstitué, on avait perdu 37 points de... C'est ce que je vous disais dans ma vidéo, là. Perdait 37 points de fatigue par une semaine de coupure, une vraie semaine de coupure. Ensuite, il avait bien fallu remettre un peu de course. Mais tu peux pas en mettre plus, parce que sinon tu entraves la récupération. Quoique je me demande finalement si ça aurait pas été opportun de mettre le Tour de Suisse pour avoir plus de jours de course et pour avancer ce deuxième pic, parce que sinon c'est absolument pas satisfaisant et ça sert quasiment à rien de doubler les tours si on peut pas avoir un peu plus de jours sous pic de forme que ce qu'on a eu là. Donc voilà, des questions de planification que j'ai trouvé intéressantes à traiter via cette partie-là. Et puis après, il y a l'avenir. Alors, côté avenir, par exemple, si je fais une recherche de contrat finissant, vous l'avez ici, les tout meilleurs rouleurs vont être Cavagna, Sagan, Van Der Poel, Sénéchal, Gogol, Declercq, Lutsenko, etc. Oh, bah, c'est un peu des choses qu'on connaît sur la Barna, hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu toujours les mêmes contrats qui expirent au bout d'un an et c'est très bien ainsi. Ça correspond d'ailleurs à un certain nombre de contrats qui expirent pour de vrai en fin 2021. Lopez, Almeida, voilà. Je m'étais demandé, par exemple, si je recrutais pas Jean Almeida, pour être franc, puisqu'il va quitter De Koning Quick-Step. Me demander si c'était peut-être pas une bonne idée de le prendre sur d'autres questions. Sagan ou pas Sagan, voilà, c'est vraiment le truc qui peut être discuté, et donc ça m'a amené à créer un certain nombre de discussions avec les uns ou les autres. Alors je pense pas que je prendrais Gianni Moscon, mais je l'avais contacté, ça ne coûtait pas très cher. En revanche, sur le tard, j'ai contacté Van Der Poel au cas où Sagan s'en va. Mais ce à quoi je pense de manière un peu plus certaine, Quinn Simmons, pareil, je pense pas que je le prendrais, c'est pas l'esprit de Borans. Ce que je pense faire, c'est une reconduction de certains. Par exemple, Conrad, c'est sûr que je re-signe. Kemna, Fabro, c'est certain. Et ce que j'ai dans le viseur, c'est quelqu'un comme Mohoric ou quelqu'un comme Marc Padoun. Voilà. Ça, j'ai dans le viseur. Peut-être m'étendre comme ça vers l'est de l'Europe. Tout en se demandant tout de même si on garde Sagan ou pas. Et tout en sachant que si on garde pas Sagan, il y a quand même la tentation Van Der Poel, mais oui ou pas, voilà. Donc vous me direz un peu ce que vous voyez par rapport à ça en commentaire. Il faut pas doublonner avec la partie de Koenig Quick-Step, hein, clairement. Hein. Donc si Sagan va chez De Koenig, je peux pas le garder dans cette partie, c'est absolument impossible en fait. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et amusez-vous. Moi je suis en vacances. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas vraiment aux messages, c'est que je m'arrangerai pour le faire dans un délai un petit peu supplémentaire.